Bonjour, l'émission du jour porte sur la spéculation. Est-elle utile? Est-elle nocive? On a vu lors d'émissions précédentes que Jérôme était très critique sur le fonctionnement des marchés financiers. Un marché financier sans spéculation, c'est difficile. Jérôme, est-ce que tu peux préciser ton point de vue sur ce sujet? Merci François. Alors, en effet, dans les argumentaires des grandes banques, on entend souvent dire la spéculation, ça a toujours existé, ça a un certain nombre de fonctions utiles, et finalement, vous soufflez contre le vent, vous qui n'aimez pas la spéculation. Alors, j'aurais un peu la même remarque que celle que j'avais dans une précédente émission, où je disais, pour les marchés financiers, tout dépend de la dose. Et il y a un moment où la dose devient mortelle. Je crois qu'on est exactement dans ce schéma sur la spéculation. La spéculation existe depuis 2000 ans, mais il s'est passé depuis 15 ans ce que j'appelle la révolution spéculatrice, et qui fait qu'on a complètement changé de dimension. Et donc j'ai essayé de calculer ce changement de dimension, et j'ai identifié 3 facteurs pour lesquels on était passé d'un monde à un autre. Le premier facteur, c'est qu'autrefois, on ne spéculait que dans un sens. On achetait du blé, on attendait qu'il monte. Maintenant, on peut spéculer à la hausse et à la baisse. Déjà, ça double. Deuxième élément, la durée. Il fallait attendre, hein. La période de césure sur le blé, c'était 9 mois. Là, maintenant, ça peut se faire dans la journée, voire dans l'heure, voire dans la microseconde. Réduction fabuleuse du temps. Troisième élément, le volume. On pouvait spéculer sur une fraction du blé, sur quelques biens. Mais finalement, tout ça, c'était une fraction de l'économie. Aujourd'hui, grâce aux produits dérivés, on est sur des simples produits dérivés 12 fois la production mondiale. Et donc, on est sur un multiple de la production mondiale. Et donc, si on combine entre ces 3 facteurs, j'arrive à un facteur de 100 000. 100 000, c'est exactement ce que la loi de Moore, vous savez, la loi de Moore, nos auditeurs la connaissent, c'est circuit imprimé, double tous les 2 ans. Tous les ans, double tous les ans. 18 mois. Tous les 18 mois. Moi, j'ai fait mon calcul tous les ans. En gros, un doublement tous les ans, ça atteint 100 000 en 17 ans, ce qui est à peu près pour moi la période depuis laquelle on subit la révolution spéculatrice. Et donc tout ça a 2 conséquences tout à fait dramatiques. La première, c'est on sent bien tous intuitivement qu'il y a un moment où le phénomène devient techniquement incontrôlable. Et ça, c'est la volatilité qu'on observe maintenant sur les marchés, qui touche directement les directeurs financiers. Et il y a un deuxième élément plus moral qui concerne cette fois-ci les contrôleurs de gestion et les directeurs financiers dans leur vie d'hommes et de femmes, c'est que ça bousille complètement toutes nos valeurs sociales. C'est-à-dire qu'en gros, le travail dans la durée, l'effort et même le sens de la durée et du temps perdent toute valeur dans un monde de spéculation. Il y a un point quand même qui interpelle, c'est la spéculation déstabilise. Moi j'aime bien rappeler cette petite parabole qui est celle disons, qui est le saint patron des spéculateurs. C'est Joseph. Pas le Joseph de Marie et de Jésus, le Joseph de Pharaon. Donc ça remonte à 2500 ans et pas 2000 ans. Le Joseph dit à Pharaon, écoute Pharaon, j'ai un coup formidable à faire. Il va y avoir 7 années de vaches grasses, et puis après 7 années de vaches maigres. Alors voilà ce qu'on va faire. Pendant les vaches grasses, on va acheter du blé, on va le stocker. Puis pendant les vaches maigres, on va, le prix va être très élevé, on va tout lâcher. On est riche, Pharaon. La morale de l'histoire, c'est que pendant les vaches grasses, quand le spéculateur intervient, il achète le blé et donc il évite son effondrement, il soutient le revenu des agriculteurs, soit dit en passant. Pendant les vaches maigres, où c'est la disette qui s'installe, on vide les greniers et le cours remonte, le cours baisse grâce à l'afflux de la demande faite par le spéculateur. Qu'y a-t-il derrière ce mécanisme? C'est le fait que le spéculateur, s'il veut gagner de l'argent, sinon il est automatiquement éliminé du marché, est obligé d'acheter bas, ce qui fait monter le cours, et de vendre haut, ce qui fait baisser le cours. Et donc, la spéculation est stabilisatrice. C'est donc la parabole que donne Milton Friedman. C'est à ce modèle-là qu'il faut s'attaquer, et de voir quand est-ce qu'il est battu en brèche. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il y a manipulation de cours. Quelqu'un qui achète, fait monter tout le monde, et puis dès que tout le monde y est, vend systématiquement. C'est délictueux, voire même criminel. Deuxième cas de figure, quand il y a un initié, genre Joseph,
qui s'adresse à Dieu le Père, en béton armé, et qui fait que le spéculateur profite d'une information privée au détriment des autres. Là aussi, c'est puni par la loi. Et donc, les marchés financiers doivent se réguler, mais surtout, ne vouons pas aux gémonies les spéculateurs et leur saint patron qui s'appelle Joseph. Que penses-tu de ça? Moi, je trouve qu'on est là, avec Friedman, devant une magnifique manipulation d'idées. C'est-à-dire qu'en gros, cet exemple, pour moi, il est l'exemple inverse de la spéculation, puisqu'il illustre la prudence. C'est-à-dire dire, lissons dans la durée les phénomènes. Alors que la spéculation, c'est surtout pas lisser dans la durée les phénomènes, c'est au contraire, créons de la volatilité dans l'instant. C'est-à-dire, arrivons à faire croire au même troupeau d'observateurs apeurés, au début de l'année qu'il va y avoir un boom terrible, que la croissance américaine va être de 5%, et leur faire croire à partir du mois d'août que non, vous nous avez mal compris, il va y avoir au contraire une récession aux États-Unis. Et sans qu'on sache du tout d'ailleurs si c'est l'un ou si c'est l'autre, puisqu'on n'a jamais réussi à prévoir quoi que ce soit dans ces domaines. En revanche, chaque fois qu'il y a manipulation d'informations, comme tu l'as rappelé, il y a évidemment beaucoup de gens qui gagnent de l'argent du côté des spéculateurs. Et donc, ce que j'observe dans l'histoire, c'est qu'en général, les spéculateurs n'ont jamais joué le rôle de Joseph. Ils ont spéculé sur des durées plus courtes et ils ont justement, en effet, acheté quand les prix étaient anormalement bas et abusé de la situation de faiblesse de gens qui avaient très faim au moment où, en gros, dans la période de césure, les gens étaient prêts à tout pour ne pas mourir de faim. Et donc c'est ce comportement-là qui fait que d'ailleurs, à l'époque, on en pendait toujours 2-3 pour soulager quand même l'ire de la populace. Et quand tu dis c'est sanctionné par la loi, j'accueille ça avec une douce émotion parce qu'en fait la réalité, c'est qu'on est incapable de sanctionner ces comportements et que les rumeurs de marché sont devenues le mode de fonctionnement de notre économie. Est-ce que ta critique ne serait pas plus percutante si on la replaçait dans un cadre de régulation? Parce que précisément les grandes institutions financières sont dans les cas, on a vu, d'abord elles disposent de la force de frappe liée au crédit, et donc elles peuvent créer un mouvement de marché, et deuxièmement, par leurs activités multiples, en tout cas le modèle de la banque universelle, donc la banque d'investissement qui fait toutes les activités pour compte propre et pour compte de tiers, évidemment c'est une machine à fabriquer des initiés dont elle profite au détriment, on l'a vu dans plusieurs exemples à répétition, y compris Goldman Sachs au moment de la crise des CDS, contre les intérêts de leurs clients. Donc la régulation, au fond, peut apprivoiser une grande partie de cette spéculation déstabilisatrice. Oui, si on peut mettre tout ce qu'on veut derrière régulation, sauf que dans certains domaines, la régulation, c'est le contrôle des volumes. C'est-à-dire que quand on a sur certains marchés, comme le marché de l'énergie aujourd'hui, un contrat réel contre 50 contrats spéculatifs, je dis, en gros, on n'y arrivera pas si à un moment donné, on ne réduit pas dramatiquement la taille du marché. Ce qui se passe en fait, c'est que sans s'en rendre compte, chaque fois qu'on fait son plein d'essence, on achète le prix des 50 traders qui ont travaillé sur ces 50 contrats. Dans l'indifférence générale jusqu'ici, mais à un moment donné, il faut se rendre compte que ce qui est choquant, ce n'est pas uniquement de payer les bonus de ces 50 traders à travers notre plein d'essence, c'est également de payer une volatilité aggravée du prix de l'essence. Merci Jérôme.